m'appelle Chantaline Carpentier, je suis la chef du programme de ONU Commerce et Développement sur le commerce, l'environnement, changement climatique et développement durable. Et Julien et collègues m'ont demandé de faire une petite présentation aujourd'hui sur consommation, production durable, les négociations sur le plastique et puis un peu sur les travaux de l'ONU Commerce et Développement sur l'environnement et commerce. Alors, sans plus tarder, sur la consommation-production durable, souvent, on est un peu embêté à savoir qu'est-ce que ça veut dire et c'est pas très facile à communiquer non plus à la population en général. J'ai eu le plaisir et l'honneur de travailler sur les négociations sur le cadre décennal sur la consommation-production durable lorsque j'étais à DESA il y a plusieurs années. Il y a deux définitions, en fait, qui sont survenues dans nos travaux. Vous les avez devant vous. Donc, la consommation-production durable est l'utilisation des services et produits connexes qui répondent aux besoins fondamentaux et apportent une meilleure qualité de vie tout en minimisant l'utilisation des ressources naturelles. Et bien sûr, les matériaux toxiques, ainsi que les émissions de déchets, des polluants au cours du cycle de la vie, et de manière à ne pas mettre en péril les besoins des futures générations. Donc, vous voyez, c'est un peu une définition de développement durable qui est adaptée à la consommation et production durable. Ça, c'était une conférence qu'on a fait à Oslo en préparation pour la négociation. Et la deuxième, c'est un peu similaire. La consommation-production durable concerne la manière dont l'humanité produit une offre adéquate de biens et services pour tous, tout en exerçant une pression moindre sur l'environnement et les écosystèmes. Donc, il s'agit de dissocier le bien-être économique et social de la dégradation de l'environnement. Et ça, c'est lorsqu'on a fait une revue en 2010 de la mise en œuvre de l'Agenda 2021. Alors, pour rapidement passer sur le concept, l'idée est de savoir comment est-ce qu'on découple l'économie des impacts environnementaux. Alors, il y a deux types de découplage. Il y a le découplage relatif dans lequel on est assez bon, c'est-à-dire qu'on réduit, par exemple, les émissions de CO2 par tonne de production de plastique ou les émissions de CO2 par kilomètres de transport en voiture ou en autobus. Par contre, ce n'est pas une réduction absolue des utilisations des ressources ou des productions de pollution, puisque si en même temps on augmente à cause de l'augmentation de la population ou à cause de la croissance de l'économie, la taille de l'économie, ben, à moins que le découplage relatif soit énorme, on aura quand même une augmentation des émissions, même si par unité de production, on a réduit les émissions. Donc, ce n'est pas sorcier. Et puis, donc ça, c'est juste pour vous donner un petit exemple, mais peut-être que ça, c'est plus parlant pour la plupart des gens. Moi, j'aime bien ce graphe parce que c'est un peu... Donc, à la base, sur l'axe des X, vous avez l'index de développement humain de l'ONU. Et puis, sur l'axe Y, vous avez le footprint. Et là, ce que vous voyez, c'est qu'en général, au fur et à mesure que les pays se développent économiquement, ils montent. Donc, le développement humain augmente en même temps que leur impact environnemental. Et là, ce qui est intéressant à voir, c'est que les petits points en jaune que vous voyez à la gauche, ce sont les pays africains. Donc, qui n'ont ni un développement humain très développé, ni un impact environnemental très élevé. Et en fait, ce qu'on veut, c'est amener ces pays dans la petite case en bas à droite, qui serait un développement durable parce qu'on augmenterait le développement humain de la population africaine sans augmenter ses impacts environnementaux. Alors, ça, c'est le challenge, bien entendu. Et il y a quelques pays qui sont parvenus, qui ont eu une croissance sans avoir un énorme footprint, une empreinte écologique, en bon français, dont le Costa Rica et quelques autres pays. Je me souviens qu'auparavant, le Maroc même était dans cette case. Alors, maintenant, qu'est-ce que c'est que ce cadre de l'ONU sur les programmes concernant les modes de consommation et production durable? Alors, le cadre a été développé par DESA et le PNUE dès 2010. Il a été adopté à la commission maintenant d'EFEUD sur le développement durable où je travaillais. Elle n'a pas été adoptée. Bon, excusez-moi.
Elle n'a pas été adoptée parce que l'accord lui-même, cette partie a été, le cadre décennal avait été adopté, mais comme il y avait une partie de l'accord qui n'avait pas été entérinée, toute cette partie du cadre décennal a été ramenée vers l'accord de Rio. Et à Rio, il a été intégré dans l'accord de Rio et puis ensuite intégré dans l'ODD 12 lorsqu'on a eu le mandat à Rio plus 20 de négocier les ODD. Et vous m'interrompez si vous voulez. Je passe rapidement, mais on pourrait y revenir aussi. L'idée aussi est que ici, c'est une étude qui a été faite en 2019 par le groupe de travail des scientifiques du secrétaire général pour voir à quel point on avançait. Bon, il y en a une plus récente, mais je trouve que celui-là, il est plus parlant. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que c'est quoi les progrès qu'on a fait sur la mise en œuvre des ODD. Et vous pouvez voir que l'ODD 12 est d'un de ceux dont non seulement on n'a pas fait de progrès, mais on a régressé. Et en fait, c'est vrai pour les inégalités et pour tous les objectifs en environnement. Où est-ce qu'on non seulement on n'a pas fait de progrès, mais on est retourné en arrière, on continue de retourner en arrière sur ces objectifs, dont l'objectif 12. Et le problème, bien entendu, c'est que pour les ODD étant tous interimbriqués, ça prend une approche systémique si on veut arriver à avoir un impact et avancer ces objectifs. Et c'est surtout le cas pour l'objectif 12, mais aussi sur le climat, sur l'eau, sur les terres, qui sont très, très, très interimbriqués avec les autres secteurs. Et ce qui fait en sorte qu'en essayant de prendre seulement un point de vue juste sur l'eau, on peut se retrouver, ou si on essaie d'augmenter la production agricole de manière durable, ben, on peut avoir un impact sur la qualité de l'eau, ou on peut augmenter nos émissions de CO2. Et donc, il faut vraiment avoir une approche intégrée si on veut faire des progrès. Alors, maintenant, vous savez probablement que l'ONU, à travers le Bureau des statistiques de l'ONU, a développé un cadre statistique pour mesurer le progrès sur les ODD avec 232 indicateurs, dont 2 par cible. Et une de celles-ci est l'indicateur 12.6, qui n'est pas très précis, mais qui encourage donc les entreprises, en particulier les grandes entreprises et les entreprises transnationales, à adopter des pratiques plus durables, à intégrer les informations sur le développement durable dans le cycle d'établissement de leur rapport. Bon, ça, c'est l'indicateur et la cible. Et l'indicateur lui-même, c'est le nombre d'entreprises qui publient un rapport sur le développement durable. Donc, vous pouvez vous imaginer que le nombre de rapports, ça ne mesure pas nécessairement la qualité de l'information qui a été transmise et ça laisse place à du greenwashing. Ce qu'on essaie de combattre présentement avec les efforts du secrétaire général. Et ce que ça prend, en fait, ça prend des mises en œuvre des incitatifs et des législations du gouvernement, ainsi que du procurement, des programmes d'acquisition verte du gouvernement pour stimuler cette économie. Alors, je ne sais pas, Julien, si tu voulais qu'on passe aux questions sur cette section ou je vais directement sur le plastique et les prochaines sections et on fait les questions qu'à la fin. Bon, si je comprends bien, on continue. Alors, vous avez vu tous, bien entendu, dans les nouvelles des 2 dernières journées, on n'a pas eu d'accord sur ce fameux traité qu'on essayait d'atteindre sur le plastique, l'élimination des plastiques, qui a beaucoup d'impacts environnementaux, sociaux et de santé. À la CNUSED, nous avons mesuré que 369 millions de tonnes de plastique qui a été échangé à travers les marchés en 2021, c'est-à-dire c'est une valeur de 1,2 trillion de dollars, donc une augmentation de 30% en une année seulement depuis 2020. Donc, c'est une croissance presque exponentielle qu'on assiste. Et 0,2% de ça représente le commerce des déchets du plastique. Donc, la plupart des déchets qui arrivent ne sont pas... La plupart du plastique qui arrive dans les pays, ce n'est pas comme déchet qui a été envoyé, mais bien comme produit, et c'est les rebuts de ces produits-là qui restent comme déchets plastiques dans les pays. Et donc, le plastique se déplace à travers le commerce. Et les déchets de ce commerce restent dans les pays. Et ce qu'on note, nous, c'est qu'il y a un manque de capacité de recyclage dans les pays développés et d'autant plus dans les pays en développement.
Et donc, dans la plupart des pays, on n'a pas la capacité. Donc, c'est pour ça qu'on est en faveur d'un traité plastique qui réduit à la source la production du plastique. Et vous avez bien vu que les pays producteurs de plastique et de combustibles fossiles se sont opposés vivement à ce traité parce que pour eux, c'est une industrie qui est très rémunérative et donc, on n'a pas d'accord. Et donc, nous, à la CNUSED, sur quoi on s'est penché, premièrement, c'est les données, parce qu'on ne mesure, on ne gère que ce que l'on mesure. Et donc, quels sont le commerce qu'il y a, comment le plastique se rend dans les pays et quels sont les substituts de plastique qui existent, qui pourraient faire en sorte qu'on peut continuer à avoir un commerce. Et là, je suis désolée, la slide n'est pas complètement traduite. Euh, et qui pourraient efficacement remplacer l'utilisation des plastiques. Parce que le problème, c'est que les plastiques, ils sont super flexibles, super légers et polyvalents. Et donc, le problème, c'est que maintenant, ils sont complètement intégrés dans nos chaînes de valeur et c'est hyper difficile de les enlever. Surtout si vous pensez, par exemple, dans le secteur médical, où est-ce que tout a été traité pour que ce soit sanitaire et c'est tout emballé dans du plastique. Alors qu'à l'époque, c'est dans les cabinets des médecins qu'on faisait la stérilisation. Alors maintenant, ils n'ont pas envie de retourner. Comment est-ce qu'on change ça? Deuxièmement, tous les aliments qu'on consomme ne peuvent pas être en contact avec quoi que ce soit pour les besoins phytosanitaires. Alors, souvent, ça va être des plastiques, des pellicules de plastique qui sont utilisées. Et donc, si on va avoir un commerce, ça prend des substituts. Et, j'ai pas l'autre slide, je suis désolée. Ça, c'est un peu une idée de pour vous donner une idée de le travail que nous faisons sur les substituts, l'économie circulaire à la CNUSED. Et là, vous pouvez voir les rebuts organiques du côté droit. Donc, vous avez plusieurs parties que nous sommes en train d'étudier au sein des pays sur ces substituts, comment ils sont recyclés, comment on les réutilise, la collection à la ferme. Et donc, pour avoir un système complet, pour avoir une vue systémique, comme je vous disais. Ça, c'est un rapport qui va sortir bientôt, où est-ce qu'on essaie de faciliter la compréhension d'un problème hyper complexe, en fait. Et là, ici, ça vous donne une idée. Elle n'est pas traduite, cette slide, je suis désolée. Mais donc, c'est quoi l'idée? Il y a eu beaucoup de discussions à Busan et depuis toutes les négociations sur les substituts du plastique versus les alternatives du plastique. Et ça, c'est très important de comprendre parce que les substituts sont pas faits à base de combustibles fossiles. Donc, ce sont des plantes, des animaux, des algues qui sont recyclés, réutilisables, biodégradables, compostables, qui ont un impact, qui devraient avoir un impact moindre, mais ça, il faut faire une analyse de cycle de vie pour le savoir, pour le confirmer, et qui ne devraient pas avoir d'impact hasardeux sur la vie des animaux ou des plantes ou aquatiques. Les alternatives, par contre, ce sont des bioplastiques ou des biodégradables, des plastiques biodégradables qui peuvent être recyclables ou pas. Qui ont peut-être un moins d'impact sur les émissions de CO2, mais qui en produisent quand même à cause qu'ils sont à base de combustibles fossiles et qui devraient, en fait, peut-être, dépendant des produits, être mieux pour l'environnement. Alors, nous disons, ben, écoutez, si on veut vraiment avoir une discussion, il vaudrait mieux avoir des substituts plutôt que des alternatifs. Et vous allez voir ce langage qui est utilisé et qui pousse pour quel langage, et ça va vous devenir très clair. Et pour faire avancer les négociations, mais de dire, mais est-ce qu'il y a des substituts qui seraient polyvalents, qui seraient flexibles et qui pourraient être utilisés? Et c'est sur ça que nous, on a penché à la CNUSED. Et là, vous pouvez voir qu'il y en a énormément, des substituts. Donc, il y en a qui sont minéraux, à base de fibres de plantes ou de produits, ou des fibres euh, comme le coton, comme le bambou, comme les animaux, etc. Et en fait, la croissance des substituts est énorme, mais beaucoup plus grande que celle des alternatifs.
au cours des dernières années. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas nécessairement présumer qu'un produit qui est substitut de plastique va avoir un impact tout au long de sa vie, de la production à la fin, à l'utilisation et son recyclage à la fin, moindre qu'un produit alternatif. Et donc, ce qu'on a fait, c'est développer une banque de données qui est disponible à ce lien, où vous pouvez comparer, par exemple, dans ce cas-ci, ce sont, j'essaie de voir parce que là, mon truc, il est... donc, un produit à base de la pelure de banane versus une assiette en polythérène. Et vous voyez que c'est pas nécessairement mieux. La banane, à base une assiette faite à base de pelure de banane. Ça dépend qu'est-ce qu'on regarde. Donc, c'est un peu complexe, mais il faut s'y attarder si on veut arriver à voir des substituts qui feront en sorte qu'on pourrait éliminer ou au moins diminuer de façon substantielle les plastiques. Ensuite, ce que nous avons fait, celle-là, je pensais l'avoir éliminée. Bon, on a regardé, il y a beaucoup de blocages au niveau du commerce pour les substituts du plastique. Alors, ce qui fait en sorte qu'ils sont beaucoup plus difficiles à utiliser par les entreprises parce qu'on met beaucoup de contraintes au niveau du commerce. Alors, souvent sur la base de besoins phytosanitaires, même si, comme si ça allait aller à la consommation, alors que la plupart de ces produits ne sont pas destinés à la consommation. Donc, on pourrait être beaucoup plus flexible dans ces cas-là. Et ce que nous avons développé aussi, qui serait peut-être intéressant pour le groupe, c'est de dire, ben écoutez, comment est-ce qu'on peut communiquer quelque chose d'aussi complexe pour que la population comprenne? Et là, ce qu'on a utilisé, c'est un indicateur qui s'appelle le nombre d'années de vie qu'on récupère dû au fait qu'on a éliminé une tonne de plastique dans l'environnement. Et là, vous pouvez voir, ça c'est basé sur des études qu'on a fait directement sur l'Afrique. Et vous voyez, donc, si on a enlevé des plastic boards, ça c'est pour faire des produits en plastique, des bateaux en plastique, les flocons de plastique pour réutiliser. Mais là, dans chacun des cas, en substituant des produits du plastique pour des produits non plastiques, vous pouvez voir qu'on peut additionner jusqu'à 27 ans de vie d'une personne qui travaille dans ce domaine, par exemple au Ghana. Donc, c'est assez substantiel. Maintenant, laissez-moi passer directement, parce que j'ai l'impression qu'on passe directement au prochain, aux autres travaux. Donc, je vous ai présenté deux des travaux que la CNUSED, sur lesquels la CNUSED se penche. Donc, que nous faisons. Alors, bien entendu, on travaille sur tout ce qui est contribution. Pardon, avant de passer un petit glitch dans mes slides. Dans le futur, ce qu'on va travailler sur le plastique, bien entendu, c'est continuer à supporter, à appuyer les négociations qui vont se continuer avec une analyse du commerce des services pour la prévention, la gestion, l'élimination des plastiques. Parce que souvent, c'est le service qui n'existe pas. Parce que les biens qui sont commercialisés, c'est une chose, mais un coup que les déchets sont rendus là, c'est un service qui est pour le recyclage, pour la séparation des déchets, c'est un facteur service. Alors, on va regarder aux services complémentaires. La cartographie des substituts de plastique d'origine marine, on va continuer ce travail parce que les algues semblent être très prometteuses dans ce domaine. Aider les pays à réglementer les produits biodégradables et compostables et puis donner une assistance technique aux pays en développement sur l'adoption de ces produits. Alors maintenant, je retourne, comme je vous disais, sur les autres travaux que nous faisons. Nous apportons donc un soutien aux décideurs politiques et à toutes les parties prenantes afin d'influencer, d'une part, les négociations internationales, dont celle du plastique, qu'on peut voir en démontrant que oui, il y a des substituts qui existent et qui sont économiques, mais aussi pour renforcer les chaînes de valeur nationales et régionales des économies vertes, bleues, circulaires, sociales et solidaires,
en tant qu'opportunité de développement et de solution à la crise planétaire triple, donc de changement climatique, biodiversité et pollution. Et nous, à la CNUSED, on se concentre vraiment sur la mise en œuvre des aspects du commerce liés aux ODD 12, 13, 14, 15 et 17, avec le mandat que nous avons eu au pacte de Bridgetown. Alors, juste pour vous donner une idée, sur le biocommerce, qu'est-ce que c'est le biocommerce? C'est tout ce qui est la commercialisation des produits à base de la biodiversité, mais d'une façon responsable pour l'environnement, qui est socialement respectueuse et qui a une redistribution des revenus vers les groupes de femmes, les groupes de Premières Nations qui font la collecte ou la production de ces produits. Et ça, c'est fait à travers le biotrade, les critères et principes du biotrade. Ensuite, on a des travaux, comme je vous ai dit, sur le plastique et l'économie circulaire, on l'a vu, sur les changements climatiques, sur les océans et l'économie sociale et solidaire. Alors, sur les changements climatiques, qu'est-ce qu'on a fait? Pour vous donner une idée du genre de travail qu'on fait, on a regardé dans je vais le dire, les contributions au niveau national volontaire des pays, à quel point les pays en développement utilisent le commerce et les investissements. Et en fait, ils n'utilisent pas énormément, en tout cas pas à toute la capacité. Ce qu'on a trouvé, c'est que indirectement, ce qu'ils ont, il y en a 281 qui sont associés aux énergies renouvelables pour la production d'électricité et 231 au développement de chaînes de valeur vertes. Et même s'il y a 24 pays des 60 qui disaient que le commerce joue un rôle important dans leur contribution déterminée au niveau national, il y en a 15 qui ont impliqué des institutions gouvernementales reliées au commerce dans la formulation ou la mise en œuvre de leur CDM. Donc, il y a un potentiel inexploité du commerce pour la prochaine mouture de ces contributions au niveau national qui sont dues pour l'année prochaine pour la COP 30. Et donc, ce que nous avons fait, c'est de développer un guide pour les preneurs de décision à base des exemples que nous avons trouvés, un guide pour les preneurs de décision pour que la prochaine mouture puisse utiliser mieux le commerce et les investissements pour, d'une part, le design de ces contributions, et deuxièmement, les ressources pour les mettre en œuvre, et troisièmement, pour trouver des opportunités de développement de nouvelles chaînes d'approvisionnement et de décarboniser les secteurs qui pourraient être à risque de manque d'accès au marché à cause des nouvelles réglementations qui sont mises par les gros pays développés. Finalement, on travaille aussi à la CNUSED avec DESA et le PNUD sur une différente, et ça vous l'avez vu dans le pacte du futur, une différente manière de mesurer le progrès. Tant qu'on mesurera le progrès que par le produit national brut, qui est en fait mesurer l'économie aux dépens sans se soucier de l'environnement et du social, on n'arrivera pas à atteindre les ODD, parce que les ODD, en fait, c'est avancer l'économie, le social et l'environnemental. Et là, on a une mesure de progrès qui mesure qu'une des trois dimensions. Alors, à la demande du secrétaire général, on a travaillé sur un framework, un cadre, qui ferait en sorte qu'on pourrait développer une espèce de dashboard comment on dit? De dashboard, où est-ce que, au lieu d'avoir un seul indicateur qui est le produit national brut, on mesurerait le respect pour la vie, la planète, les écosystèmes, le bien-être des gens, leurs conditions de vie et leurs capacités et opportunités dans la vie, et la solidarité s'attarder aux inégalités. À travers des économies responsables et éthiques, une meilleure gouvernance et de meilleures institutions, et de passer à des vulnérabilités des populations, à une résilience des populations et des marchés et des valeurs d'approvisionnement. Alors, voici en conclusion, quelques ressources qui pourraient être intéressantes pour vous. La CNUSED est souvent, on dit souvent qu'elle est le pendant de l'OCDE pour les pays en développement. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on développe des politiques et des bases de données
pour aider la prise de décision des pays en développement. Et ici, vous avez des données. On a aussi des fact sheets de chacun des pays que vous pouvez atteindre et que vous pouvez construire vous-même. Alors, et je vais partager à la demande de Julien cette présentation après, donc vous aurez ces liens pour vous. Je vais donc arrêter ici parce que je pense que c'est plus intéressant d'échanger que d'avoir, surtout que comme je ne suis pas avec vous, je ne vois pas si vous suivez, si c'est intéressant, si c'est compréhensible. Alors, j'arrête Bon, ici. merci, Madame Carpentier. Je vais ouvrir la liste pour quelques questions. Avec plaisir. Voilà. La question. Oui, vous présentez aussi bien votre nom. Jean-Charles Carpentier, Robin Debron, je suis directeur du Plan Bleu, qui est un centre d'expertise des Nations Unies pour la Méditerranée. Et on travaille beaucoup sur les statistiques de la Méditerranée. Et par le passé, j'ai beaucoup travaillé sur le rapport Science Begins C2C, Beyond GDP. C'était en 2008-2009. Ça avait été lancé par le président Sarkozy à l'époque. Et ma question, c'est votre réflexion pour aller au-delà de l'indicateur du PIB. Est-ce que vous reprenez ces travaux-là ou vous repartez, j'allais dire, de zéro? Et il me semble que là, il y a un acquis intéressant sur on appelait les core indicateurs avec le GDP, l'empreinte carbone et puis l'IDH. Donc voilà, est-ce que vous repartez de là ou pas? Si, Monsieur Robert, je vous réassure que Bonjour, alors je vous vois là. En fait, ce qu'on a fait pendant 2 ans à travers le Chief Executive Board, toutes les agences de l'ONU ont été consultées. On a fait un retour sur toutes les ressources qui existaient, les travaux qui ont été faits et à l'ONU, dans les organisations internationales et dans l'académie. Et bien entendu, le rapport a été pris en compte. Et en fait, ce qu'on conclut, c'est que le produit national brut est tellement rendu quelque chose qu'on vénère, même si l'auteur lui-même du produit national brut durant la Deuxième Guerre mondiale avait reconnu que c'était pas une mesure de progrès, que ça prend une mesure, en fait, et c'est impossible de le déplacer. Donc, on s'est mis d'accord qu'on peut pas le déplacer, donc on va le complémenter. C'était d'une part. Deuxième, c'est qu'il faut trouver un juste milieu. On peut pas avoir 232 indicateurs comme le système des indicateurs pour les ODD. Par contre, ça en prend plus qu'un. Et un indicateur composé ne marchera pas parce que c'est mieux d'avoir un dashboard avec, on pense, et ça c'est le mandat, le secrétaire général a eu un mandat à travers le Pacte du futur pour développer, à travers l'étude qui a été faite, un groupe de travail qui sera formé pour trouver une dizaine, 2 mains d'indicateurs qui pourraient représenter en fait les 3 résultats que je vous montrais, puis les 3 processus que je vous ai montrés. Et donc, c'est quelque chose qui va être fait éminemment. Vous avez d'autres questions? Juste, est-ce que l'UNFED, est-ce qu'elle a une représentation en Tunisie et au Maroc, en Algérie? J'ai du mal à comprendre, monsieur. Est-ce qu'elle a une représentation en Tunisie? Il demande est-ce que vous avez une représentation dans les pays du Maghreb? Pardon? Présentation. Représentation. Attendez, s'il vous plaît. La question, c'était est-ce que vous avez une représentation dans les pays du Maghreb? La CNUSID n'a pas de représentation sur le terrain. Nous avons un bureau à Addis Ababa, en Éthiopie, pour les travaux que nous faisons sur l'accord de libre-échange panafricain, où est-ce qu'on travaille sur les chaînes d'approvisionnement vertes et durables et décarbonisées. Donc, on a fait 20 pays de l'Afrique de l'Ouest surtout. On était supposé faire le Maroc, mais le Maroc s'est désisté à la dernière minute, donc on ne l'a pas fait. Mais on a fait 20 pays d'Afrique de l'Ouest et centrale. Et donc, on a un bureau en Éthiopie.
Et puis, sinon, il y a une petite représentation de liaison à New York et c'est tout. Alors, on travaille surtout à travers les équipes du secrétaire général qui nous représente l'ONU sur le terrain quand on va sur le terrain. Et donc, c'est à la demande des pays qu'on vient faire des interventions. Question? D'ailleurs, j'avais un collègue en Gambie qui vient de revenir de la Gambie hier et qui a testé, qui a fait un pilote avec le guide sur les politiques que je vous disais pour les contributions nationales déterminées. Il vient de revenir pour faire un projet pilote en Gambie et il repart dans une semaine pour le Madagascar. Bonjour, Imen Hesbi Boutel. Je voulais te poser une question. Est-ce que vous travaillez avec l'Organisation mondiale de commerce? Est-ce qu'il y a des rapports, des recommandations, des échanges de recommandations entre les deux organisations? Et est-ce qu'il y a un impact visible sur le terrain, surtout dans la question du plastique? Oui, trois très bonnes questions. La première, bien sûr, que nous travaillons avec l'OMC, c'est pour ça qu'on est basé à Genève, ainsi que ITC. En fait, c'est dur à comprendre, mais parce que c'est pas évident. Mais l'OMC, si vous voulez, elle fait les règlements. C'est elle qui met en place les règles. La CNUSED, on a été créé en 64 pour aider les pays en développement de bénéficier de ces règles une fois qu'elles sont faites et d'avoir la capacité au sein de production et l'habilité de pouvoir faire du commerce et se développer à travers le commerce parce que c'est la manière que tous les pays se sont développés à part deux ou trois. Et troisièmement, il y a le ITC, le centre, comment ils appellent, International Trade Center, le Centre international du commerce, qui, eux, a été créé, c'est un bébé de la CNUSED et l'OMC, pour aider les petites et moyennes entreprises dans les pays en développement, eux, à faire le commerce. Donc, c'est un peu la division du travail entre les trois, même si des fois, ça se complique. Par exemple, on aide aussi les pays qui veulent accéder à l'OMC à rencontrer les conditions pour accéder à l'OMC. On travaille de très près avec eux sur le plastique, par exemple, sur le carbone. Je ne sais pas si vous avez vu, on vient de publier un rapport de la task force qui a été créée par Ngozi sur le prix de carbone, les spillover effects et les diminutions des émissions de carbone. Donc, entre l'OMC, la CNUSED, l'OCDE, le FMI et la Banque mondiale. Et donc, un rapport des 5 organisations internationales de comment est-ce qu'on peut aider les pays alors que les pays développés mettent en place des ajustements aux frontières de carbone. Comment est-ce qu'on peut réduire l'impact sur les pays en développement? Est-ce que c'est la bonne méthode, ces tarifs à la frontière? Et quels sont comment est-ce qu'on fait respecter dans ce cadre-là ce qui était négocié au UNFCCC sur Common but Differentiated Responsibility, responsabilité jointe mais différenciée des pays en développement qui n'ont pas, eux, créé la majorité des émissions, mais qui souffrent le plus des changements climatiques. Et donc, je vous invite à voir le rapport. Il a été publié durant la réunion annuelle du FMI et de la Banque mondiale en octobre. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Si vous parlez, je ne vous entends pas. Je n'entends rien. Hein? Maintenant, Oui. essaye de poser ta question d'une façon complète. En attendant de régler le problème. Je dis tout mon nom. Je reprends mon nom. Je vous entends, oui. OK.
Bonjour, je suis Mariam Khadraoui, je suis journaliste de l'agence CAR, Tunis Afrique Presse. Et ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'il y a déjà des pays en développement qui ont balisé le terrain pour cette transition vers des plastiques biodégradables ou des substituts, comme vous l'avez dit? Parce qu'il y a de bonnes initiatives ou de bons modèles à suivre dans cette voie. Oui, il y en a. Il y en a, et ça, si je vous envoie sur notre site web de SMEP, qui est un acronyme pour Sustainable Manufacturing et économie circulaire, où est-ce qu'en fait, on a beaucoup d'exemples dans les pays en développement. Par exemple, on vient de publier sur les algues. Beaucoup de capacités pour les algues, qui ont aussi d'autres impacts socio-économiques très intéressants. Donc, pour les femmes, de nouvelles opportunités. C'est très versatile, les algues. Les espèces de cruches pour filtrer l'eau qui réduirait de millions de tonnes le plastique qui est utilisé pour les bouteilles en plastique d'eau. Donc, il y a plusieurs exemples comme ça qui sont sur notre site web et que vous pourrez visiter avec le lien que je vous enverrai. Puis, si nécessaire, je vous mets en contact avec mon collègue qui est en charge de ce dossier chez nous. En fait, les pays en développement ont plus d'avantages comparatifs sur les substituts que les pays développés. Bonjour, master adjointe de l'ISO, fait pour l'environnement. Une question. Est-ce que tu vois qu'on peut éviter le plastique à venir et le plastique le meilleur polluant dans le monde, c'est que 80% de plastique en mer, votre avis, moi. J'ai pas exactement compris la question, ça coupait. Est-ce que c'est possible d'éliminer le plastique? Votre avis, est-ce qu'on peut arriver à éliminer le plastique dans le monde? Plastique le plus polluant, 80% du plastique dans la mer, c'est tout ce que le plus polluant. On peut arriver un jour à éliminer le plastique sur l'environnement. Ouais. Tu vois? C'est comme je dis, c'est une très bonne question. En fait, si j'ai bien compris, ce qu'on peut arriver à éliminer le plastique et dans les océans incluant, le problème, c'est que justement, il se retrouve dans les océans parce qu'on n'a pas de capacité de le recycler. Et puis ça dure, il a une vie très, très, très longue. Donc, il ne se décompose pas. C'est une de ses valeurs, c'est pour ça qu'on l'utilise, mais en même temps, ça veut dire que ça crée des problèmes environnementaux. Il est très imbriqué, le plastique, dans tout le commerce, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce je disais, la santé, et donc, ça va prendre beaucoup de temps avant qu'on y arrive. Par contre, si on ne commence pas maintenant, on va se retrouver avec un océan rempli de plastique. Donc, il faut qu'on commence maintenant et on n'y arrivera pas du jour au lendemain parce qu'il y a des chaînes d'approvisionnement qui seraient complètement arrêtées si on essayait d'enlever le plastique du jour au lendemain. Et donc, c'est compliqué. Mais il faut commencer si on veut y arriver. Voilà. Autre question. Bonjour, je suis Pédia Bambouka. Je suis journaliste et fondatrice d'un média environnemental intitulé Cosmos Media. Et en fait, madame, j'ai voulu poser des questions sur les méthodes de la pêche en utilisant des caisses en plastique. En fait, j'étais dans des îles ici en Tunisie, à Kerkena, et les gens ont tendance aujourd'hui d'utiliser de plus en plus des méthodes de pêche en utilisant des méthodes avec du plastique, les caisses en fait, les objets en plastique. Et ça, c'est un vrai fardeau pour la biodiversité marine. Chez vous, est-ce que vous avez déjà travaillé sur ça? C'est-à-dire, est-ce qu'on a aujourd'hui des programmes qui encouragent et qui accompagnent les pêcheurs à adopter une méthode de la pêche ancestrale qui pourra être une solution? Ça, c'est ma première question.
Il y a aussi des activistes de la société civile qui disent aujourd'hui donner la vie pour le plastique une deuxième fois, c'est-à-dire recycler le plastique, on reste toujours dans un cercle vicieux. Et la réutilisation du plastique lui-même, ça va être toujours un problème qui persiste et qui n'a pas un résultat pertinent ou une durabilité pertinente. Comment voyez-vous cet avis des activistes qui disent qu'aujourd'hui, l'économie circulaire au niveau du plastique n'est pas vraiment une solution? Autre chose, en fait, et on était en train d'échanger avec Julien maintenant, il y a des vrais problèmes parce qu'on trouve aujourd'hui le plastique dans nos aliments, dans des poissons qu'on mange. Ils ont même trouvé des plastiques dans les cerveaux de l'être humain puisqu'on consomme quotidiennement du plastique. Comment peut-on réagir là-dedans? Aujourd'hui, il y a des maladies liées à ce type de pollution. Comment peut-on réagir et qu'est-ce qu'on pourra faire tous ensemble? Merci beaucoup. Merci. 3 très bonnes questions. Alors, pour la pêche, je n'ai pas mentionné, mais je vous ai dit qu'on a un programme qui est sur l'économie bleue, donc l'économie des océans durable. Et dans ce cadre-là, entre ce programme-là et le programme sur le plastique, on a regardé justement à des alternatives, justement pour les filets de pêche en plastique. Parce qu'ils créent des problèmes pour les tortues, créent des problèmes pour la vie marine, parce qu'ils restent, les animaux s'embobinent là-dedans. Donc, on a des exemples avec les algues qui sont très probants présentement. Je me souviens plus si c'est au Ghana qu'on est en train de les tester, mais on est en train de les tester en Afrique, ces substituts. On est en train aussi de regarder pour décarboniser les petits bateaux de pêche des petits producteurs pour qu'on les pénalise pas leurs produits parce qu'ils émettent du carbone. Donc, ça, c'est d'une part sur ce projet. Deuxièmement, pour la recyclabilité, c'est pour ça que nous, à la CNUSED, la PNUE et nos collègues avec qui on travaille, parce qu'on ne travaille pas tout seul là-dessus, hein, on met de l'avant l'élimination des plastiques à la source plutôt que le recyclage. Comme j'ai dit au début de la présentation, la plupart des pays n'ont pas en place la capacité de recycler les plastiques, de les trier, de les recycler. Ça prend de l'énergie pour les recycler. Et donc, et de plus, à cause des règles phytosanitaires qui affectent le commerce tout le long de la valeur de chaîne d'approvisionnement, souvent, c'est quasiment impossible, en fait, comme vous le disiez, d'avoir une économie circulaire à travers les pays. Parce que d'un pays à l'autre, ça va changer. Et même, mettons, une compagnie comme les producteurs de Intel ou quelque chose qui voudraient reprendre leurs produits et les recycler, ont des difficultés à faire à cause des réglementations sur le commerce, par exemple, sur les produits toxiques, des e-waste. Et donc, des déchets électroniques. Et donc, c'est effectivement très problématique et c'est quelque chose sur lequel on se penche. Et en termes de maladies, ben c'est encore une fois, nous, c'est pas nous qui se penchons là-dessus, c'est plus l'Organisation mondiale de la santé, mais on travaille de près avec eux et justement, encore une fois, une autre raison pour laquelle il faut éliminer à la base les produits plastiques plutôt qu'essayer de les recycler. Parce qu'ils vont se retrouver dans l'environnement parce qu'on n'a pas les capacités de recyclage. Il n'y a pas nécessairement des incitatifs pour le faire. Et ils se retrouvent dans le corps des animaux. Les microplastiques se retrouvent partout maintenant dans le placenta des mères. Et on ne sait pas encore quels sont les impacts à long terme sur la santé des enfants ou moi, je suis canadienne, dans le Grand Nord, on retrouve les microplastiques dans le placenta des femmes. Donc, et on ne sait pas c'est quoi l'impact à long terme. Donc, clairement, il y a un intérêt, mais malheureusement, il y a l'intérêt des producteurs de fossiles combustibles qui, eux, se sont recyclés leur production de fossiles combustibles dans le plastique et qui ne voient pas d'intérêt à ce qu'on élimine les plastiques et qui ont fait le blocage, en fait, pour les accords. Oui, bonjour. Leïla Bibiche, journaliste à la télévision nationale tunisienne. Ma question, c'est concernant les négociations internationales
à propos de l'arrêt d'utilisation du plastique ou bien la réduction du plastique. Cette négociation toujours rencontre un échec entre les négociateurs. Est-ce que vous pensez que le recyclage, c'est le bon choix pour résoudre ce problème? Bon, je crois qu'encore une fois, ça rejoint un peu la question antérieure, deux des questions antérieures. Tant qu'on n'aura pas éliminé les plastiques, et comme je le disais, ça sera hyper difficile d'éliminer les plastiques du jour au lendemain. Donc, tant qu'on ne les a pas éliminés, ça va. Il en reste énormément. Il y a un flux de plastique qui existe déjà dans nos écosystèmes qu'il va falloir s'occuper. Même si on arrêtait aujourd'hui la production de plastique, il y a une tonne et des tonnes et des tonnes de plastique qui existent déjà. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces plastiques? Donc, le recyclage, la réutilisation de ces plastiques va être nécessaire. Par contre, il faut aussi en même temps s'attarder à la production de plastique qui, elle, fait que continuer à accumuler dans l'environnement ces plastiques. Et c'est ça c'est là où le bas blesse, où est-ce ils essayaient de s'entendre à Busan, à savoir... Oui, allez-y. Il y a une dernière question. Allez-y. Là, j'entends plus. J'entends pas. Ah là, je vous entends. Vas-y, elle vous entend. Allô? C'est Karl Delbach d'Algérie, le quotidien Imoche. Voilà. Je voudrais savoir, est-ce qu'au niveau de la culture, vous avez des informations sur le commerce, disons, du plastique, puisqu'on est dans le domaine du plastique, le commerce international en Algérie avec les pays, disons, du monde producteurs de plastique? C'est premièrement. Et quelles sont les perspectives pour la nouvelle année 2025? Perspectives de négociation sur le plastique. Merci. Bon, les perspectives, je vais laisser ça à mes collègues qui étaient à Busan. Moi, je ne suis pas allée, donc j'ai trois collègues qui étaient là-bas. Je crois que ça va être difficile. La géopolitique n'est pas ne rend pas les choses faciles. Donc, et les États-Unis sont un pays producteur de plastique. Donc, d'avoir un accord l'année prochaine, on verra qu'est-ce que ça donnera. D'avoir un accord, peut-être. De quoi aura l'air cet accord, je n'en sais rien. Par contre, sur les données, effectivement, si vous allez sur le site web de la CNUSED, nous avons des banques de données où vous pouvez regarder les flux de commerce entre chacun des pays, dont l'Algérie ou tout autre pays. Sur le biocommerce, sur le plastique, on vient juste d'émettre la banque de données sur les plastiques, justement, il y a durant Busan, où vous pouvez aller et voir ces données live. Et on fait aussi la prospection pour voir qu'est-ce que ça aurait de l'air pour l'année prochaine. On a aussi sur les produits des océans et sur, qu'est-ce que j'oublie? J'en oublie un. Mais oui, on a la banque de données sur le commerce de ces produits par pays et par région. Madame Chantal, c'était la dernière question. Je vous remercie pour votre temps. J'espère que vous partagerez une présentation bientôt avec nous et puisse aussi la partager avec les participants. Ben, je vous encore une fois. remercie. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation et à travers Julien, on sera en contact et je vous enverrai la présentation. Merci. Au revoir. Au revoir.